Je suis allé à l'extérieur et donc j'ai attrapé un coup de soleil. Je sais pas si ça paraît encore vraiment. Bon, de toute façon, ça pourra jamais être pire que l'accident. Bonjour! J'ai lu The Dragon Reborn, le troisième livre de la série The Wheel of Time, écrit par Robert Jordan. Et voilà mes impressions de lecture. Je vais commencer en disant que bon, ça s'appelle The Dragon Reborn, mais malheureusement, il n'y a pas de dragon. Je vais commencer par vous parler de mes points plus négatifs et ensuite on va enchaîner sur le positif parce que ça va être plus positif et puis ça c'est au début du livre, j'avais peur parce que Perrin et Rand, deux des personnages principaux, avaient un peu le même dilemme interne. Là, soyez pas surpris, je vais divulgacher sans relâche les deux tomes précédents. Je vais faire des efforts pour ne pas divulgacher celui-ci. Soyez prêts. Perrin et Rand ont un peu le même dilemme interne puisque les deux sont quelque chose qu'ils n'assument pas complètement. Et donc, ça m'a un peu fait peur parce que quand on parle de personnages qui ne s'assument pas vraiment, ça m'a vraiment rappelé un certain personnage d'une certaine série de livres écrits par un certain auteur. Et puis, ça me tentait pas là, de lire 700 pages de ça. C'est que mon problème avec les gens qui n'assument pas ce qu'ils sont, c'est que c'est juste long, dans le sens où ils font des choses, puis ils disent « Ah non, je n'accepte pas ce que je suis », puis c'est... Puis là, il n'y a rien qui avance. Mais ce n'était qu'une peur, parce que le livre ne se concentre pas énormément sur ces deux personnages de 1 et de 2. Ce n'est vraiment pas à l'avant-plan, ces dilemmes internes-là. Ils existent dans le livre, mais ce n'est pas un point majeur, disons, de l'histoire. Le deuxième point plus négatif, en fait, le premier point négatif, c'était pas vraiment un point négatif. Je dirais le seul point vraiment plus négatif du livre, et au fond, ça se rattache un peu à la série en général, c'est la religion dans cette série de livres-là. La religion dans la fantasy, ça peut être très bien fait. Par exemple, dans Stormlight Archive, la religion qui a été créée pour la série de livres est complexe. Dans Stormlight Archive, on en apprend beaucoup sur la théologie, plus l'aspect vraiment religieux. On en apprend sur l'organisation, et on apprend aussi à connaître certaines personnes de cette organisation religieuse-là, et on se rend compte que c'est vraiment pas tout le monde qui est la même personne. Oui, ici Antoine du montage. La phrase que je voulais dire, c'est toutes les personnes sont différentes. Ça a sorti bizarre de ma bouche. Mon problème, c'est que c'est pas vraiment un aspect extrêmement intéressant de la série. Au fond, la théologie de la religion est assez simple. C'est comme, il y a le créateur qui a emprisonné le méchant et ses acolytes méchants, qu'on appelle genre les oubliés ou peu importe. Et là, voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la théologie se mêle un peu à juste l'univers en général. Mais ça reste très simple. Il y a un méchant, il y a un gentil. Le gentil contient le méchant. Peut-être que le méchant veut sortir. Oui, mais bon, c'est ça. Ça reste assez simple. Ensuite de ça, l'organisation en soi, on dirait qu'il n'y a pas vraiment... Je veux dire, il y a une organisation, mais ils font pas des choses de religieux. Ils sont juste là. Ils se promènent de village en village. Ils n'aiment pas vraiment les gens qui pratiquent la magie. Ils intimident un peu les gens. C'est comme... Il n'y a pas de lien entre ce qu'ils sont et vraiment une religion organisée. On dirait plus des chevaliers pendant les croisades chrétiennes. En plus, ils sont habillés en blanc et ils portent des chapeaux coniques. Drôle de symbolisme. Et ensuite de ça, par rapport aux gens dans la religion, on en connaît peu de très près. Quand on apprend à les connaître, c'est dans ce livre-là, par exemple, c'est dans le prologue, et on se rend compte qu'en fait, ils sont juste méchants. Ils sont tous méchants. Tous les personnages de cette religion-là se ressemblent au fond, et puis comme ça, c'est ça. C'est pas extrêmement intéressant. Et ça, c'est mon point négatif. Maintenant, pour les points positifs, je commencerai par dire que je suis content parce que j'ai réussi à raccrocher à la série. Je vais être honnête, le deuxième tome, je ne l'ai pas adoré. Pourquoi? Parce que je trouvais la quête assez superficielle.
alerte divulgachi pour le deuxième tome. Dans le deuxième tome, on commence avec notre groupe de personnages qui possèdent un objet mythique qui s'appelle genre la corne de Valère ou whatever. Et là, ils se la font voler. Et là, tout le livre, c'est eux qui essaient de retrouver la corne. Et ils le font, mais c'est qu'on dirait que tout le tome aurait pu ne pas exister parce que la situation finale et la situation initiale, c'est littéralement un peu la même chose. Bon, il y a peut-être eu du développement de personnages, ok, mais c'est ça, c'est peut-être un peu long. Dans le troisième tome, Dragon Reborn, enfin, la quête a un certain sens. À mon sens. Quand la quête a un sens, c'est facile de s'attacher au personnage, c'est facile de s'attacher à l'intrigue et de s'y intéresser. Mais je suis content d'avoir accroché à la série parce que après ma lecture du deuxième tome, je suis allé voir un peu sur Reddit et les gens ils disaient ouais, si t'as pas accroché au deuxième tome, bon peut-être que la série est pas faite pour toi. Et là, moi j'étais comme ah mais zut, j'ai déjà acheté les 6 premiers tomes, ça serait dommage. Mais j'ai accroché au troisième, donc finalement. Voilà. Il y a un élément des livres que je trouve très intéressant. Je vais faire un petit résumé rapide de pourquoi ça s'appelle la roue du temps. Dans le fond, le temps est cyclique. Et puis, c'est comme une roue. Et la roue va un peu te mener où elle veut que tu ailles. Tu as un poids sur ta destinée, mais pas tant. Comme c'est la roue un peu qui décide au fond ce qu'elle fait de toi. Par contre, il existe des gens qu'on nomme Taveren, on va les appeler Taveren, et ces gens-là, ils peuvent un peu modifier la trajectoire de la roue. C'est comme littéralement des personnages principaux en fait. Tout ce qui se passe autour va être influencé par la personne parce qu'elle est importante. Un exemple de ça, dans le tome, Rand, au début du livre, s'enfuit. Et puis, Moiran, Perrin, d'autres gens, Lan bien sûr, vont à sa poursuite. Et ils savent quand il a passé à travers un certain village parce qu'il y a eu dans ce village des événements hors du commun. Par exemple, en 48 heures, il y a eu genre 30 mariages. Tu sais, comme, ça arrive pas ces choses-là. Mais là, c'est arrivé parce que le Taveren est passé dans le village et puis il y a des éléments spéciaux qui se sont passés. Dans les premiers tomes, je me disais que cet élément-là, ça servait juste à faciliter un peu l'histoire. C'est comme Deus Ex Machina intégré à l'univers. Et c'est sûr que ce l'est, mais on se rend compte avec ce tome-là que ça peut être plus intéressant que ça et que ça peut être encore plus utile à la narration. Aussi, j'en ai appris encore plus sur le système de magie. J'avais dit dans ma dernière vidéo sur la série que on comprenait pas vraiment les limites de la magie. Là, ça explique c'est quoi les limites. En gros, il y a 5 éléments: terre, feu, air, eau et esprit. On peut juste créer ces 5 éléments-là. Disons, tirer du feu, genre manipuler l'air, etc. Un peu comme dans Avatar. Mais en plus de ça, il est possible de mélanger certains éléments pour créer quelque chose d'encore plus puissant. Par exemple, on peut faire des éclairs avec un mélange de différentes choses. Ça fait encore penser à Avatar. Mais en plus de ça, il y a certains pouvoirs qu'on appelle des talents qui sont un mélange de ces 5 éléments-là en des proportions variables. Par exemple, dans ce livre-là, les Aes Sedai sont capables de guérir les gens et ça, c'est un talent. C'est-à-dire que c'est un mélange des 5 éléments qui permet ça. Le système de magie, donc, se durcit. Dans le tome que j'ai lu, on sent encore que les personnages sont adolescents. Là, c'était un peu moins tâche, disons, que dans le dernier. Parce que dans le dernier, bon, des fois, il se faisait la baboune. J'ai plus te parler, t'es plus mon ami. Dans celui-là, c'est plus léger. C'est 3 personnages qui sont comme amis. Donc, Matt, Perrin et Rand. Et les 3 pensent que les 2 autres sont meilleurs qu'eux pour parler avec des filles. C'est quand même cocasse. Tu sais, c'est comme une petite boutade, un calambre-daine, tu sais, calambre-daine. Aussi, ça honnêtement, c'est important depuis le début de la série. Par contre, dans ce tome-là, celui-là encore plus, j'ai envie de dire, les rêves. Les rêves sont bien abordés parce que autant quand on lit un passage qui se passe dans un rêve, on a l'impression d'être dans un rêve. Tu sais, je sais pas trop comment l'exprimer clairement, mais quand on est dans un rêve, bon, c'est un peu flou. On a l'impression que c'est la vraie vie, mais en même temps, il y a quelque chose
il nous dit que c'est peut-être pas la vraie vie. Des fois, la physique peut ne pas marcher, des affaires comme ça. On ressent ça aussi à la lecture. Et pourtant, on en ressort pas confus. Dans le sens où c'est pas, on a l'impression de lire un rêve, mais on comprend rien parce que c'est insensé. C'est juste qu'on a l'impression d'être dans un rêve, mais ça a du sens. Et on se rend aussi compte que les rêves sont des fois plus que des rêves. Des gens peuvent être vraiment blessés dans un rêve. Certains des personnages, des fois, se visitent entre eux dans leurs rêves. Et ça, honnêtement, c'est un de mes fantasmes d'enfant. Là, imagine t'endormir et genre croiser ton ami. Et là, le lendemain, vous êtes comme, hey, je t'ai vu dans mon rêve, hey, moi aussi. Puis là, wow, imagine. Je veux pas trop en dire parce qu'au fond, vous lirez le livre, mais les rêves, c'est une part importante de l'histoire et c'est bien écrit, c'est bien amené, c'est plaisant à lire. Certains des personnages sont formés à une genre d'école de magie. C'est pas une part autant importante que, disons, dans Harry Potter, mais ça reste plaisant et disons que ça rend l'ambiance ou l'atmosphère des fois plus légère parce qu'on passe de « Ah oui, le monde va se faire détruire » à genre « Ah, tu es une élève et ta professeure n'est pas contente. Lave les chaudrons. » Mais c'est ça, comme je dis, c'est moins important que dans Harry Potter, mais ça reste un élément cocasse. Ça fait 2 fois que je dis cocasse, je vais encore dire calembredaine. Puis mon dernier point positif pour ce tome-là, ce serait le rythme. J'ai dit dans mon dernier review de cette série-là que l'auteur a tendance à introduire des personnages quand le rythme ralentit. Et dans ce tome-là, c'est certain qu'il introduit des personnages, on passera pas à côté, mais le rythme ne ralentit pas. Et même que c'est plus un page-turner, dans le sens où on a envie de toujours aller voir la suite. Et puis pour ça, je trouve que le rythme est meilleur peut-être que le dernier tome. Donc, conclusion, point négatif, la religion qui est honnêtement, on pourrait l'enlever. On pourrait pas vraiment l'enlever parce qu'il reste qu'ils ont un rôle important dans l'histoire, mais c'est pas la représentation la plus intéressante de la religion que j'ai lue en fantasy. Par contre, les points positifs, il y a le système de magie qui devient de plus en plus complexe. Il y a la genre d'école de magie qui est un élément assez léger, assez ludique. Il y a les rêves qui... Moi, j'ai jamais vraiment lu de livres dans lesquels les rêves avaient un rôle extrêmement important, il me semble. Mais dans celui-là, ils le sont et puis c'est bien écrit. Et puis en général, c'est juste un bon livre et j'en suis assez satisfait. Donc la note que j'y donne est lisser sa jupe sur 10. Là, je vais lire le 4e de la série. Voilà. Abonnez-vous, on est bientôt au 15. Ok, salut!